Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. « 19h10 à Paris, bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette édition spéciale sur RFI consacrée à la chute de Mouammar Kadhafi. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h heure de Paris, 18h temps universel. Après 42 ans de pouvoir, l'ex-guide libyen a donc été capturé. Aujourd'hui, il serait mort dans les environs de sa ville natale de Sirte. C'est fait. Après plusieurs mois de bombardements parfaitement coordonnés par la coalition occidentale qui a déployé le meilleur de son artillerie aérienne, avec ses drones notamment, malgré ses bravades, il est finalement tombé. Mouammar Kadhafi est mort ce 20 octobre 2011. Intercepté et tué par ceux qu'il traitait de rats au début de cette révolution qui a eu raison de son régime, qui a mis fin à 42 ans de règne. C'est toutes les télévisions qui diffusent en boucle les images de son cadavre presque nu, ensanglanté, installé dans une chambre froide d'un marché de Misrata sur un drap sale. C'est la satisfaction sur les médias internationaux qui alternent ces images macabres de curieux, filmant avec leur téléphone portable la dépouille exposée du guide libyen, avec les you-you des femmes et les Allahu Akbar de ceux que l'on a appelés pendant toute cette campagne les insurgés. Les dirigeants du Nord exultent eux aussi. Une ambiance qui tranche singulièrement avec l'interrogation et la déception qui prévalent dans les rues et dans les médias subsahariens. La rupture est saisissante. Une chose est sûre, ce 20 octobre 2011, la mort de ce personnage ne laisse personne indifférent. Qui est ce Mouammar Kadhafi dont la fin semble tant réjouir les grands de ce monde? Qui est ce leader dont on expose le corps ensanglanté comme un trophée de guerre à côté de celui de l'un de ses fils sans déclencher l'indignation de la communauté internationale traditionnellement prompte à dénoncer les violences sur les perdants? Mais au fait, comment est-il mort? Est-il vrai que les puissances internationales auraient œuvré pour qu'il ne soit pas capturé vivant, pour qu'il ne parle jamais des accords qu'il aurait passés avec elles ces dernières décennies? Comment en est-on arrivé là du jeune et fringant officier qui renverse le roi Idriss Ier en 1969 et instaure une révolution au profit de son peuple à ces images glauques du raïs qui tourne en boucle sur les médias internationaux? Nous sommes en 1940. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La Libye, occupée par les troupes germano-italiennes, commandées par un certain Erwin Rommel, constitue un enjeu décisif pour les deux camps en conflit. Ici, il ne faut pas céder un pouce de terrain à l'ennemi. Alors, on redouble de violence. Et c'est dans cette ambiance de bombardement, de bruit de canon et de bottes que le petit Mouammar voit le jour en juin 1942 dans la région de Sirte. Il arrive un peu comme une bénédiction pour son père Mohamed Abou Salam Abou Minyar, qui jusque-là avait eu 3 filles, Salma, Zadna et Atiga. En lui donnant ce garçon, Aïcha Ben Niran, sa mère, sauve l'honneur de sa famille dans cette tradition bédouine où un fils est perçu comme plus utile et plus important. Il est la perpétuation du nom de la famille. Le nom de baptême Mouammar qui signifie doué d'une longue vie traduit déjà l'ambition de ses parents. Une famille pauvre qui vit sous une tente du clan des Gouz, appartenant à la tribu des Kadhafa. Il faut préciser que Kadhafi n'est pas un patronyme, mais plutôt un nom d'usage qui signifie « de la tribu des Kadhafa ». Sa famille travaille pour les Saif al-Nasser. Ils sont donc un peu perçus comme des Libyens de seconde zone. Le jeune garçon est principalement élevé par sa mère avec ses 3 sœurs, parce que le père qui emmène paître son troupeau très loin de la tente est souvent absent pendant de longs mois. C'est donc sa mère qui assume toute son éducation. Mouammar ne va pas à l'école tôt. Il garde les moutons et les chèvres. Mais son père va le confier à un marabout afin qu'il apprenne le Coran. 8 mai 1945. Les derniers combattants allemands tentent d'échapper à la colère des peuples occupés.
8 mai 1945, les capitales fêtent la victoire, sauf Berlin et Tokyo. La guerre est finie en Europe. Les Alliés ont vaincu. En attendant la proclamation d'un ou plusieurs États sur le territoire de la Libye, ces 3 régions sont administrées séparément par les Britanniques pour la Cyrénaïque et la Tripolitaine et les Français pour le Fezzan. Mais l'émir Idriss, qui est triomphalement revenu et qui s'est installé à Al-Baïda en 1947, sans avoir consulté la Tripolitaine et la Grande-Bretagne, proclame le 1er mars 1949 l'indépendance de la Cyrénaïque. Le jeune Mouammar Kadhafi est encore à l'école coranique. Ce n'est que 2 ans plus tard, après l'adoption de la Constitution qui institue un régime fédéral dans l'ensemble du territoire, que le jeune homme, qui a déjà 10 ans, va rejoindre l'école primaire à la confrérie musulmane As-Sanoussia de Sirte. Il devient ainsi le seul dans la famille à accéder à l'enseignement. Depuis Idriss Ier au pouvoir en Libye à partir de 1951, l'enseignement est gratuit. Mais la famille est très pauvre et le jeune élève n'a rien dans les poches pour suivre sereinement les cours. Il se nourrit comme il peut et dort tantôt dans la rue, tantôt à la mosquée. Mais la difficulté quotidienne n'entame pas sa volonté d'apprendre. Bien qu'arrivé un peu plus tard dans le cursus scolaire, cet enfant plutôt doué va très rapidement rattraper son retard. Il est vif et intelligent, ce qui lui permet d'apprendre en 4 années les 6 ans du cycle primaire. À 14 ans, il va rentrer au collège de Seba, au Fezzan, où il devient pensionnaire. Sa famille va d'ailleurs le rejoindre dans cette région. C'est dans cette partie de sa scolarité que s'imprime en lui la conscience politique. Au cours de la vie des nations, il y a des générations destinées à être les seuls témoins de changements déterminants de l'histoire. Cette révolution qui renverse la monarchie en Égypte voisine pour la remplacer par la République va très vite séduire le jeune Mouammar. Il est tout de suite subjugué, attiré par les discours de ses officiers, notamment de Gamal Abdel Nasser, le chef du Conseil de la Révolution, qui appelle le peuple arabe à l'unité et à la modernité, qui prône l'action afin que l'islam recouvre sa grandeur et sa splendeur d'antan. Nasser parle, je cite, de refleurir l'âge d'or d'un islam dynamique, porteur de lumière et de vérité. Des projets de grandeur qui, dans l'esprit de l'adolescent un peu bouillant qu'est Kadhafi, prennent une importance considérable. Décision du président de la République de nationaliser la compagnie internationale du canal de Suez égyptien. La pauvreté n'est pas une honte, mais c'est l'exploitation des peuples qui l'est. Nous reprendrons tous nos droits car tous ces fonds sont les nôtres. Et ce canal est la propriété de l'Égypte. La compagnie est une société anonyme égyptienne et le canal a été creusé par 120 000 Égyptiens qui ont trouvé la mort durant l'exécution des travaux. La société du canal de Suez à Paris ne cache qu'une pure exploitation. Nous déclarons que l'Égypte en entier est un seul front unique et un bloc national inséparable. L'Égypte en entier luttera jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la construction du pays. Nous ne donnerons pas l'occasion aux pays d'occupation de pouvoir exécuter leurs plans et nous construirons avec nos propres bras, nous construirons une Égypte forte et c'est pourquoi j'assigne aujourd'hui l'accord du gouvernement sur l'établissement de la compagnie du canal. Nous irons de l'avant. C'est cette crise de Suez qui va clairement amener le jeune Kadhafi à poser son premier acte politique. La nationalisation du canal de Suez, le 26 juillet 1956, intervient dans un climat assez difficile dans le monde arabo-israélien. La réaction de la France et de l'Angleterre, co-gestionnaires du trafic sur le canal, ne se fait pas attendre. La France accélère ses livraisons d'armes à l'État hébreu. Eden, le Premier ministre anglais, veut se débarrasser de Nasser, mais ne souhaite pas se brouiller avec le reste du monde arabe. Le Premier ministre israélien est également inquiet de l'attitude de l'homme fort du Caire. On est tout près, mais vraiment tout près de la guerre. Les menaces fusent de partout, avec des scénarios les plus élaborés pour renverser Nasser. Mais il tient bon. Surtout que le président égyptien bénéficie du soutien des populations arabes. Cette bravade, cette résistance au plus grand du monde lui parle. Nasser a captivé l'adolescent. Kadhafi a un héros qui n'a rien à voir avec le roi Saïd Mohamed Idriss al-Sanoussi, qu'il perçoit plutôt comme sans idéologie et acquis à la cause des Britanniques.
Surtout qu'avec la découverte des gisements de pétrole dans son pays, l'injustice et la corruption s'accentuent. Les mesures prises par l'État pour maintenir les agriculteurs sur leurs terres n'ont pas donné les résultats attendus. Les villes se remplissent de ces villageois et ruraux qui viennent chercher leur part de la manne pétrolière. C'est clair, cette monarchie n'est pas bonne pour son pays. Mais pour l'instant, il faut passer son baccalauréat. Et même si le bouillant et secret bédouin commence à s'entourer de quelques copains qui partagent son désir de changement de la société et mènent avec eux quelques actions subversives souterraines, il consacre une place importante à ses études. Il s'intéresse aux grands révolutionnaires. Il est fasciné par la Révolution française. Robespierre, Danton, les Girondins et autres. Il s'intéresse également aux grands idéologues. Karl Marx, dont le côté athée le gêne, Bismarck, Clausewitz, Mao Zedong. Son champ de curiosité et de lecture est très très large. Mais son modèle reste la révolution nassérienne sur laquelle il se documente singulièrement. Malgré la prudence et la discrétion dont il fait preuve jusque-là, il va être renvoyé du collège pour avoir organisé une grande manifestation suite à l'échec de la tentative de fusion égypto-syrienne. C'est donc à Misrata qu'il va s'inscrire en deuxième année du secondaire. Il a 19 ans et son sentiment nationaliste est plus fort que jamais. C'est pourquoi son baccalauréat de philosophie en poche, il choisit de rentrer à l'académie militaire de Benghazi, où il prépare simultanément une licence d'histoire et une thèse sur la stratégie militaire. C'est dans cet environnement militaire qu'il a définitivement convaincu que le changement ne peut venir que de l'armée, qu'il structure sa révolution avec quelques copains qui l'ont suivi depuis le collège. Abdelmonem Al-Ouni, Omar El-Meheshi, Abdesalam Jaloud et quelques autres qui viendront grossir les rangs de ce petit cercle au fil du temps. Dans cette académie, il conforte son idée d'un coup d'État militaire et crée son mouvement au sein même de l'école. Il le baptise les officiers unionistes libres. Encore une idée prise à Nasser, son héros. Muammar Kadhafi. En fait, si nous avons dès la fin de nos études secondaires constitué le mouvement des officiers unionistes libres, c'est que nous étions préoccupés non seulement par les événements qui secouaient la nation arabe, mais aussi par la situation en Libye, dont les ressources étaient pillées et où s'implantait le colonialisme, le sous-développement et la déchéance. À la fin de l'année 1965, pour la première fois, Kadhafi quitte son pays. Direction l'Angleterre, où il rentre à la British Army Staff College. Il y effectue un stage de quelques mois comme officier des transmissions. Mais son objectif est clair dans son esprit. Et désormais, il travaille à placer ses amis, ceux qui partagent son projet, à la fois d'unité arabe et de restauration de la grandeur de la Libye, aux principaux postes stratégiques de l'armée. Ils sont désormais disséminés dans l'essentiel des casernes. Il compte aussi des civils dans son dispositif. Les fidèles, tous soumis à une discipline quasi sectaire, avec un accent particulier mis sur le comportement, sur le respect des valeurs et la pratique de l'islam. Ils doivent être irréprochables et célibataires, comme leur leader. Le cas de la Palestine. Vous savez, ici, dans cette partie du monde, les pays arabes, personne n'accepte cette idée d'oublier ces 20 années, de fermer les yeux et de laisser ça tel quel. Mai 1967. L'Égypte, qui procède à d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï, exige le départ des forces de maintien de l'ordre de l'ONU qui s'y trouvent depuis 1957 et signe une alliance militaire avec la Jordanie. Elle impose aussi le blocus du détroit de Tiran qui donne accès au port israélien d'Elat. Après un mois d'incertitude, Israël décide de lancer une attaque préventive aérienne et terrestre le 5 juin 1967 contre l'Égypte au sud. Israël demande par voie diplomatique à la Jordanie de rester neutre, mais celle-ci rejette la demande. Suite au succès éclair dans le Sinaï, elle attaque la Jordanie, puis le 9 juin, la Syrie, sur le plateau du Golan. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie.
El Arish est tombé. La route vers Suez est maintenant ouverte et rien ne peut désormais stopper la poussée des blindés du général Daya. Après 6 jours de combat, de nouvelles lignes de cessez-le-feu remplacent les anciennes. La Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza et le plateau du Golan passant sous contrôle israélien. Le passage des navires israéliens par le détroit de Tiran est désormais assuré et Jérusalem, qui était divisée entre Israël et la Jordanie depuis 1949, passe entièrement sous contrôle israélien. À l'issue de la guerre des 6 jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 242 qui réclame la fin immédiate de l'occupation militaire. Cette résolution, fréquemment invoquée depuis dans les négociations de paix au Proche-Orient, reste encore inappliquée à ce jour. Elle ne précise toutefois pas comment devraient être restitués les territoires dont elle demande l'évacuation par Israël. Les territoires aujourd'hui dits palestiniens étant, avant 1967, sous contrôle jordanien ou égyptien. Nasser a perdu. Une défaite lourde de conséquences qu'il tient à assumer, même si dans la réalité, il a surtout accepté la confrontation sous les conseils de son chef des armées qui lui donnait des assurances sur la qualité de l'armée égyptienne. Je vous le dis sincèrement, et malgré tous les facteurs relatifs à cette crise, que je suis prêt à porter l'entière responsabilité. J'ai pris une décision et je veux que vous m'aidiez à aller au bout. J'ai décidé de me retirer complètement et définitivement de toute position officielle, ainsi que de tout rôle politique, pour retourner au rang de citoyen, afin de prendre mes responsabilités comme n'importe quel citoyen. Nasser ne s'en ira pas. Mais pour les Arabes en général, être vaincu en quelques jours seulement par l'armée israélienne est vécu comme une véritable humiliation. Et pour Muammar Kadhafi, cette déroute qui affaiblit, qui écorne sérieusement l'image, le leadership de son idole Nasser, il ne peut l'accepter. Mais c'est le refus du roi Idriss Ier de participer à cette guerre qui le fait le plus enrager. L'affront est maintenant trop important pour le décider à prendre ses responsabilités. Le soleil se couche paisiblement ce 31 août 1969 sur le palais d'El Beïda, où la surveillance est légère depuis que le roi Idriss Ier est parti au mois de juillet en Turquie pour se reposer. Même les grandes oreilles qui enregistrent les conversations toute l'année sont au repos. Il court depuis quelque temps sur la capitale Tripoli une rumeur selon laquelle il a décidé d'abdiquer au profit de son neveu Hassan Reda al-Sanoussi. Une chose est certaine, le départ du roi Idriss Ier est souhaité par la grande majorité de la population qui dénonce à la fois la corruption endémique, mais également la dégradation de la situation sociale. Ses protecteurs, les Américains et les Anglais aussi, ne seraient pas fâchés s'il abdiquait ou s'il était renversé. L'âge avancé du roi oblige à penser à quelqu'un d'autre sur le trône qui serait au moins aussi arrangeant que lui. Ils ont bien sûr leur candidat, leur poulain, Omar el-Cheikh, l'un des fils adoptifs du souverain. Qui va remplacer le roi? À plusieurs kilomètres de là, à Benghazi, ce relâchement dans la sécurité n'a pas échappé à Kadhafi et à ses amis. Il faut passer à l'action avant que d'autres groupes intéressés par le fauteuil n'en profitent. C'est décidé. L'opération, c'est pour cette nuit. Le nom de code est Al-Quds, qui signifie Jérusalem, en référence aux positions anti-israéliennes de Nasser. Le plan ce soir est de neutraliser les bases étrangères américaines et anglaises. Puis, les deux forces de soutien au roi. Les jeunes officiers, disséminés un peu partout dans le pays, vont-ils y parvenir? Les Américains et les Britanniques qui ont leurs projets et leurs poulains, vont-ils les laisser faire? Eux que personne ne connaît. Nous vous donnons rendez-vous pour en parler dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.